S'il est un pays qui doit le miracle de son existence à la richesse de ses eaux, c'est bien l'Égypte. Le Nil offre depuis des millénaires la même générosité nourricière aux peuples qui se sont établis sur ses rives. Ce fleuve, véritable clé de vie du double pays, la Haute et la Basse Égypte, trait d'union entre Afrique et Méditerranée, a engendré l'une des plus florissantes cultures de l'Antiquité. La civilisation pharaonique est sans aucun doute celle qui a le plus hanté l'imaginaire de l'homme moderne, exerçant sur lui une étrange fascination. Cependant, d'autres cultures, d'autres religions se sont développées sur ces terres et ont contribué à forger l'identité de l'Égypte. Le plus étonnant est que son histoire, malgré ses césures apparentes, impose l'idée d'une réelle continuité. Première métropole d'Afrique, capitale grouillante et tentaculaire de l'Égypte, le Caire porte l'empreinte d'un passé fécond. Dans ses murs se mêlent héritage pharaonique, romain, byzantin, arabe, turc et plus récemment européen. L'Égypte, multiple dans sa pierre, l'est aussi dans ses idées, tiraillée entre des traditions ancestrales et une marche irréversible vers la modernité. Multiple enfin dans sa chair, véritable point de rencontre des cultures africaines, arabes et occidentales, le pays, aujourd'hui indépendant, abrite une société bigarrée où se côtoient plusieurs communautés culturelles et religieuses. Qui sont exactement les Égyptiens d'aujourd'hui? Peut-on dire avec certitude qu'ils descendent des pharaons? Ce qui est sûr, c'est qu'aucune des invasions qu'a connues le pays n'a été numériquement assez importante pour anéantir totalement ceux qui y vivaient précédemment. Si vous regardez l'Égypte actuelle, oui, je pense vraiment que nos origines sont complètement pharaoniques. J'ai pu le vérifier dans nos villages de la Basse et de la Haute Égypte. Et je le ressens parfois lorsque je regarde des scènes dans les tombes. Ce sont les mêmes visages que l'on croise aujourd'hui dans les rues du Caire. On ne peut pas renier le rôle qu'a joué les 7 civilisations qui ont vécu en Égypte. Les pharaons, les Gréco-romains, les Coptes, les musulmans. Peut-être vous pouvez rencontrer dans les rues égyptiennes des physionomies, des visages qui remontent à l'Ancien Empire, le Moyen Empire ou le Nouvel Empire. Ensuite, qui existe ici en Égypte? Qui vit sur la terre d'Égypte maintenant? Ce sont les Coptes et les musulmans. Selon les cas, les historiens parlent de 3, 5 ou 7 Égyptes. Pour n'en retenir que 3, nous dirons que la première est pharaonique. La seconde est chrétienne, et plus précisément copte. La troisième, née au 7e siècle après Jésus-Christ, est islamique sous des maîtres et des formes multiples. Toutes participent aujourd'hui de l'identité culturelle égyptienne. Pourtant,
dans l'inconscient collectif occidental, l'Égypte rime encore et toujours avec pharaonique. D'où vient cette assimilation systématique? Dans tous les bouquins d'histoire, la première partie, c'est toujours l'Égypte, parce que c'est la plus ancienne civilisation. On se demande qu'est-ce qui en reste de cette civilisation, et qui a été magnifique, chose-là. Moi, quand on me dit, toi, tu es la 4e pyramide ou la 5e pyramide, c'est très gentil, mais ça ne veut rien dire, parce que moi, je ne peux pas même dire appartenir à ça. Moi-même, je suis étonné chaque fois que je rentre dans une des tombes. Sur les murs, on dirait que c'est peint hier. Moi, une fois, je tournais et on avait porté des lampes de cinéma avec nous. Et par hasard, quelqu'un allume une lampe sur le toit. C'était extraordinaire. Vraiment une encyclopédie entière, dessinée par petits dessins, par choses là. C'était magnifique, les couleurs, comment elles se mariaient ensemble et tout ça. C'était réellement étonnant. C'est ici, dans cette vallée fertile, que les premières tribus villageoises s'installèrent il y a environ 5500 ans. Viennent ensuite 30 dynasties de pharaons, et avec elles, 30 siècles de grandeur architecturale et décorative. Un trésor inestimable qui ne sera révélé au monde occidental qu'au début du XIXe siècle. Mais à l'époque, les yeux des explorateurs ne voyaient que le sommet des ruines. Les 3/4 étaient encore enfouis sous les sables protecteurs du désert ou pris dans les couches de limon déposées lors des débordements du Nil. D'importants travaux de déblaiement furent alors entrepris et les premières études menées sur les vestiges. L'égyptologie était née. Un des hauts lieux de cette discipline est assurément l'ancienne Thèbes, en Haute-Égypte, la capitale des pharaons du Nouvel Empire, où se pressent chaque année plusieurs millions de touristes. La ville antique, comme le pays tout entier, connut son apogée sous le règne du pharaon Ramsès II. En 67 ans de règne, ce souverain construisit, rénova et développa quantité de temples divins et royaux, dont ceux de Karnak et Luxor sur la rive est, ainsi que le Ramesséum, situé sur la rive ouest, au pied de la montagne thébaine. Le Ramesséum est depuis 1991 l'objet d'un important programme de recherche et de restauration dans le cadre d'une coopération franco-égyptienne. L'égyptologie fascine, oui c'est vrai, parce que c'est se pencher
sur un passé qui nous concerne tous finalement. Nous sommes dans une civilisation qui est un peu le berceau de l'humanité et je crois que nous avons tous là des attaches qui sont très profondes vis-à-vis de ce qui s'est passé en Égypte il y a 3000, 4000 ans. Il est vrai que si l'on doit parler de permanence culturelle, c'est un bien grand mot, mais on peut peut-être utiliser ce terme si l'on établit quelques comparaisons entre ce qu'ont pu être, disons, les Égyptiens d'il y a 3000 ans et comment, de quelle façon vit encore aujourd'hui l'Égyptien dans la campagne profonde de cette Égypte moderne. Si les outils et les gestes du paysan sont restés quasiment les mêmes, sa condition a considérablement changé. Je m'appelle Mohamed Hassan. Je laboure ma terre. Je cultive l'oignon et la luzerne. Ma maison est sur le domaine. J'ai 8 enfants, 4 filles et 4 garçons, dont 2 travaillent dans le tourisme. L'un à Hurghada et l'autre à Marsa Alam. Je me sens bien dans ma peau et dans ce métier. Nous vivons heureux dans nos champs et au milieu de cette belle nature. Le paysan de l'Antiquité ne connaissait pas la même sérénité. Tout d'abord, la grande majorité des terres exploitées était la propriété du pharaon, des princes et des hauts dignitaires. Si par chance ou service rendu, on possédait un troupeau ou un lopin de terre, on devait se prévenir de la jalousie de ses voisins ou d'éventuelles querelles d'héritage. Dans tous les cas, et quels que soient ses revenus, l'homme de la terre subissait le contrôle incessant de scribes tatillons qui calculaient le montant de l'impôt avant même que la récolte ne soit effectuée. Tout contrevenant se voyait infliger punition et châtiment. Ensuite, l'ouvrier agricole était enrôlé de force et gratuitement durant la saison des crues pour participer à des travaux d'intérêt collectif. La reconstruction d'une digue, le creusement d'un réservoir ou bien encore le curage des canaux d'irrigation. Enfin, si l'année avait été mauvaise, la misère poussait plus d'un exploitant à accepter la servitude pour ne pas mourir de faim. Autre difficulté, les crues annuelles du Nil. En sortant de son lit avec force, le fleuve avait aussi un pouvoir destructeur, remettant sans cesse en cause la répartition des terres. Ce n'est qu'à partir de 1964 qu'est mis en fonctionnement le haut barrage d'Assouan. Ce dernier a définitivement régulé le débit du fleuve, améliorant sensiblement du même coup l'irrigation et le rendement des terres. Avant la construction du barrage, l'eau inondait tous les champs, ce qui fait qu'on ne pouvait les cultiver qu'une seule fois par an. Après la mise en service du barrage, les terres ont été réparties équitablement et tout le monde a pu cultiver toute l'année.
Ainsi, hier comme aujourd'hui, l'homme a su dompter le Nil et tirer le meilleur profit de la précieuse boue noire. Si l'art de cultiver la terre constitue sans aucun doute la première des continuités, elle n'est pas pour autant la seule. D'autres traditions, d'autres modèles, initiés par les anciens Égyptiens, se sont transmis au fil du temps. On peut voir, ne serait-ce que par exemple dans les traditions quotidiennes, la fabrication du pain, la fabrication de beaucoup de choses, la fabrication des briques. Regardons la fabrication des briques en terre crue aujourd'hui. Quand on voit le moule qui est utilisé par l'artisan qui fabrique les briques, on a l'impression de retrouver, de revivre certaines scènes de l'époque pharaonique qui sont reproduites dans certains tombeaux. Dans l'Antiquité, comme dans l'Égypte contemporaine, la brique crue, faite de boue et de paille séchée, constitue un matériau de base pour la construction des maisons. Sa résistance au temps n'est pas la meilleure, mais elle est économique et sa composition est particulièrement adaptée au climat chaud et sec. Dans l'enceinte du temple d'Amon-Ré à Karnak, les archéologues ont mis au jour le quartier des prêtres, dont les rares vestiges en terre crue témoignent à merveille de la technique de construction employée à travers les âges. Alors, non seulement les techniques de l'architecture en briques crues perdurent, mais même les plans architecturaux des maisons continuent à prendre les plans anciens. Et de nos jours, on retrouve encore, par exemple, cette cour d'entrée avec un escalier dans l'angle qui menait soit ici à une terrasse, soit à un étage. Les plans et les techniques restent les mêmes. L'organisation et le fonctionnement actuel de l'habitat traditionnel sont à peu de choses près les mêmes qu'hier. Les maisons les plus modestes abritaient paysans et ouvriers. De petites dimensions, parfois moins de 10 mètres carrés, elles disposaient d'une seule pièce surmontée d'une terrasse à ciel ouvert qui servait de lieu collectif, où une partie de la famille dormait à la belle étoile et où la maîtresse de maison préparait les repas, exactement comme aujourd'hui. Il existait aussi de riches villas dotées de bassins et agrémentées de jardins ombragés. Également construites en briques crues et recouvertes d'un enduit de chaux, elles présentaient une superficie et un degré de confort bien supérieurs. Autour d'une salle centrale à colonnes rayonnaient plusieurs appartements. Chacun d'eux était agencé en une chambre avec alcôve pour le lit et d'une ou deux pièces supplémentaires. Le mobilier se composait de sièges, de lits bas, de nattes, de coffres de rangement et de tables basses. De ces architectures de terre de l'époque pharaonique, il reste peu de choses, hormis quelques ruines éparses. À l'inverse des habitations des hommes, les demeures des dieux, construites en pierre dure, ont traversé les millénaires, offrant à la postérité leur imposante silhouette. Le temple d'Amon-Ré à Karnak en est une saisissante illustration. Édifié par plusieurs pharaons,
toujours plus en proie à manifester leur dévotion et leur puissance, le domaine sacré du Seigneur de l'Égypte n'en finit pas d'étonner. Profusion des symboles, multiplicité des divinités, omniprésence des mythes, génie hybride, accord d'homme et tête d'animal, tout est mystérieux dans la religion égyptienne. Mystérieux, étrange, secret ou magique, les qualificatifs ne manquent pas. Surtout, ils trahissent la perplexité de l'homme moderne occidental face à cet univers surnaturel. L'énigme égyptienne, cependant, s'est sensiblement éclaircie depuis la naissance de l'égyptologie. Le résultat des travaux d'études effectués récemment par le Centre franco-égyptien dans la très célèbre salle hypostyle de Karnak ont renouvelé la vision que l'on avait de son décor. Jusqu'ici, cet énorme livre de pierre, formidable source d'enseignement pour les égyptologues, n'avait jamais été inventorié précisément. Encore fallait-il pouvoir le lire dans sa continuité et dans sa globalité. Pour l'égyptologue, un des outils indispensables, c'est l'image, la photographie. La photographie de façon à ce qu'il puisse avoir une trace facilement transportable, utilisable, des murs et des grandes parois sur lesquelles il peut travailler. Ici, dans la salle hypostyle de Karnak, 134 colonnes, très proches de toutes les parois, des parois énormes, 45 mètres de long, 15 à 17 mètres de haut par endroit. Donc il n'est pas facile d'obtenir une image très complète. Difficulté supplémentaire sur ce mur-là, c'est qu'il y a des ombres qui se projettent dessus, comme on le voit ici. Et donc, il faut pouvoir lire parfaitement ce mur sans les ombres. Et pour ça, la technique utilisée, ça a été de faire 3 séries de prises de vue à 3 saisons différentes, de façon à ce que les ombres qui l'hiver sont à peu près à 45 degrés, soient recouvertes par des images faites un peu plus tard, et qu'on raccorde ensuite à l'ordinateur, de façon à obtenir une image unique et complète et de très haute définition, dans laquelle on peut zoomer énormément. Les photos ainsi réalisées permettent notamment de remettre en scène la fête d'Opet, figurée sur les murs intérieurs de la salle hypostyle. Cette fête, l'une des plus importantes du calendrier liturgique pharaonique, célébrait dans le temple de Luxor l'anniversaire de la naissance divine de Pharaon, confirmant ainsi la légitimité de son pouvoir sur le double pays. Sur le parvis du sanctuaire de Karnak, l'excitation est à son comble lorsque s'ouvrent les battants de la lourde porte du temple, laissant apparaître Pharaon, suivi des barques divines d'Amon-Ré, de Mout, son épouse, et de Ronsou, leur fils. Le cortège se dirige vers le Nil, où les barques portatives des divinités prennent place sur un vrai navire, entièrement recouvert de feuilles d'or. La flotte imposante met alors le cap sur l'Opet, ou harem du Sud, aujourd'hui appelé Temple de Luxor. Arrivée à destination, la statue du Seigneur de l'Égypte est acheminée jusqu'à la chapelle de la naissance divine, où eut lieu l'accouplement symbolique du dieu avec la mère de Pharaon.
Des anciens Égyptiens, Hérodote disait qu'ils étaient les plus religieux des hommes. Cependant, les grandes fêtes liturgiques ne doivent pas faire illusion. Elles étaient aussi et surtout une manière d'exalter le pouvoir royal. Elles constituaient enfin une trêve dans le quotidien difficile du peuple. Plusieurs des réjouissances de l'Antiquité, et notamment la fête d'Opet, survivent encore dans des processions musulmanes. Il est vrai que lorsqu'à Thèbes, aujourd'hui, on assiste par exemple à la fameuse cérémonie qui célèbre chaque année le saint de Luxor, Aboul Haggag, eh bien, on est obligé de penser à ce que fut peut-être, il y a 3000 ans, la fête d'Opet. Tout simplement parce que là, il y a, dans ce contexte de liesse populaire d'abord, la sortie de ces grandes barques aujourd'hui, qui n'est pas sans rappeler ce qui a pu se passer il y a peut-être 3000 ans. Le petit Bayram, ou fête de la rupture du jeûne du Ramadan, qui a lieu à la fin du 9e mois de l'année lunaire, reproduit également une pratique ancestrale. À la fois célébration du souvenir et de l'espoir, cette fête est l'occasion pour les familles musulmanes de visiter leurs morts dans les cimetières de la rive occidentale et de partager leurs repas avec les plus démunis. La belle fête de la vallée, la plus ancienne des grandes fêtes religieuses de l'époque pharaonique, honorait déjà cette union festive entre les vivants et les morts. Alors que la statue du dieu Amon visitait les temples funéraires des rois, le peuple qui suivait la procession se rendait dans les tombes familiales pour participer à des agapes présidées par les défunts et où les pauvres n'étaient pas oubliés. Durant le petit Bayram, de la même manière que dans l'Antiquité, la liesse populaire bat son plein dans les rues, où chacun se presse pour effectuer ses achats et préparer au mieux le repas de fête. Ces persistances culturelles signifient-elles pour autant que les premiers prêcheurs du Coran, en arrivant dans la vallée du Nil, aient intégré d'un coup le paganisme pharaonique? Non, ou tout au moins pas directement. La transmission de ce patrimoine immatériel s'est faite à travers les Égyptiens de la période chrétienne, les Coptes. La période chrétienne apparaît en effet comme la véritable charnière entre une Égypte pharaonique et une culture arabo-musulmane. À peine 100 ans après les amours défuntes de Cléopâtre et de César, le pays, toujours fortement païen et sous domination de Rome, est visité par l'évangéliste Marc.
Martyrisé par les fidèles de Jupiter qui s'inquiètent de son aura, Saint Marc devient le père spirituel des autochtones qui se reconnaissent davantage dans sa religion venue du Proche-Orient que dans les rituels de l'empereur romain. Le mouvement est lancé et gagne en quelques centaines d'années tout le pays qui, au 5e siècle, n'est plus qu'une province exploitée par les Byzantins. Du delta à la Nubie, les églises se multiplient et plusieurs récits et signes chrétiens se superposent aux mythes et symboles antiques. Si l'Égyptien des temps chrétiens parle et écrit en grec, il prie en copte. Afin d'assurer une meilleure diffusion de la parole du Christ, les textes saints ont été traduits en copte, qui est la langue égyptienne telle que la parlait le peuple, écrite principalement en lettres grecques. Et c'est en ce point essentiel que la continuité en Égypte s'affirme à nouveau, à travers le langage. Champollion ne s'y est pas trompé. En apprenant le copte, il était sûr de trouver la clé pour décrypter les signes pharaoniques. Après s'être épanouie durant plusieurs siècles, la communauté copte subit les conséquences de l'effondrement de l'Empire byzantin. Devenue minoritaire, elle réussit cependant à se maintenir au fil des siècles et représente encore 10% de la population de l'Égypte moderne. Le christianisme se révèle donc comme l'un des maillons essentiels de la chaîne. L'une des ruptures apparentes les plus marquantes de l'histoire de l'Égypte est a priori celle qui s'opère lors de la conquête islamique en 640 de notre ère. L'ambition des 4000 cavaliers yéménites envoyés par le calife Omar était de propager l'islam. Cependant, les Coptes accueillirent cette conquête comme un moindre mal au regard de l'emprise économique et spirituelle de Byzance qu'ils venaient de subir. En effet, les chrétiens d'Égypte qui ne voyaient dans le Christ que la nature divine étaient opposés à la doctrine byzantine dominante qui, elle, affirmait la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ainsi que la religion islamique, prônant un Dieu unique, fut ressentie par les fils du Nil comme l'héritière d'une certaine conception orientale de la divinité. Si les nouveaux vainqueurs imposent très rapidement une nouvelle langue, l'arabe, et avec elle une nouvelle calligraphie, l'une des données fondamentales de la continuité égyptienne réside dans le graphisme et le profond respect de celui qui trace les signes. Des premières tablettes d'argile au mur des mosquées, le scribe est au cœur de l'histoire de l'Égypte. Cette tradition de l'écrit est essentielle. Non seulement le scribe inscrit, mais surtout, il transmet. D'extraordinaires documents des premiers siècles de l'islam attestent notamment de savoirs scientifiques hérités de l'Antiquité pharaonique. En ce temps-là, l'enseignement était dispensé à l'intérieur des temples, dans le Père Ankh, ou école de vie. L'une de ces écoles est en cours de fouille dans l'enceinte du Ramesséum. Dans l'école du Temple, on apprenait aux enfants à la fois les mathématiques, l'astronomie, la géographie, bref, toutes les disciplines que l'on pouvait apprendre en Égypte. Et tous ces ouvrages, finalement, se retrouvaient dans la bibliothèque du Temple. Mais qu'est-ce qu'il y avait précisément dans cette bibliothèque du Temple? Eh bien, c'était des traités, les traités des sciences. Il y avait aussi là tous les recueils de la pensée, finalement.
Plus tard, Ptolémée Soter, l'un des descendants d'Alexandre le Grand, érige la ville d'Alexandrie en une cité de la science et de l'esprit, l'une des plus brillantes du monde méditerranéen. Cette tradition de la pensée et de la connaissance, héritée de l'Antiquité, s'est perpétuée jusqu'à nos jours. L'université d'El-Azhar, l'une des plus anciennes du Caire, abrite 2 chaires particulièrement réputées, celle de médecine et celle de chimie. La capitale de l'Égypte est aussi un haut lieu de la théologie. El-Azhar, à l'origine, n'était pas l'université qu'elle est devenue. Avant d'élargir le champ de son enseignement aux sciences, elle était une école coranique, l'une des plus renommées du monde arabe. Aujourd'hui, elle joue encore son rôle de grand séminaire et accueille une vingtaine de milliers d'étudiants, dont une très forte proportion d'étrangers. La création de l'ancien collège et sa mosquée remonte au Xe siècle. L'université d'El-Azhar a donc l'âge de la ville qui l'abrite. En effet, autour de l'embryon de la cité militaire Al-Fostat, créée par les conquérants islamiques de la première heure, la dynastie fatimide fonde, vers 969, une ville nouvelle sous le nom d'Al-Qaïra, autrement dit, le Caire. Des 2 cités voisines, anciennes et nouvelles, Saladin fait une seule et même ville, qui l'entoure en 1176 d'une large enceinte de pierre restée inachevée. Mais c'est surtout sous les sultans mamelouks, ces aventuriers venus du sud de l'Europe et du Caucase, et qui s'installent en Égypte entre le XIIIe et le XVIe siècle, que le Caire connaît sa plus grande splendeur architecturale. Mosquées, écoles, hôpitaux, couvents, caravansérails et fontaines publiques se multiplient et s'ornent d'élégants motifs sculptés. Cette créativité urbaine et artistique s'exerce également dans tous les registres des arts mineurs, bois, verre, enluminure et cuivre incrustés. Ces savoir-faire ancestraux ont perduré jusqu'à nos jours dans quelques rares ateliers du Vieux-Caire. Mais pour combien de temps encore ? La damasquinerie, cet art qui consiste à incruster sur cuivre des fils d'or ou d'argent et que les Mamelouks ont porté à un degré exceptionnel d'élaboration, menace notamment de disparaître, faute de commandes et d'une main-d'œuvre spécialisée. Au XVIe siècle, l'Égypte tombe sous la coupe des Turcs ottomans, lesquels entraînent le pays au bord de la débâcle jusqu'à la fin du XVIIe siècle. S'ensuit une centaine d'années de confusion, et il faut attendre l'expédition française, en 1798, pour que s'ouvre une nouvelle ère égyptienne.
L'influence européenne, dès lors, est prépondérante et le Caire se transforme peu à peu en un Paris de l'Orient. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la modernisation hâtive du pays soumet la nation au capital franco-britannique. Cette période s'achève avec la révolution de 1952 et l'avènement de l'Égypte républicaine de Nasser. Alors que les premières politiques de conservation s'étaient concentrées sur les monuments pharaoniques, le processus s'est aujourd'hui inversé. Le Conseil des Antiquités a récemment confié l'inventaire des biens islamiques à l'Institut français d'archéologie orientale. Moi, je suis responsable d'un comité chargé d'inventorier les monuments historiques du Caire qui méritent d'être classés. Le rôle de ce comité est essentiel pour la protection de ces bâtiments menacés d'effondrement ou de destruction. C'est ainsi que Mohamed Abou-Lamayem a parcouru le Caire durant plusieurs mois en quête de chefs-d'œuvre en péril. Au terme de ses investigations, il a dressé une liste d'une centaine de monuments à sauvegarder. Le travail de ce comité a été interrompu en raison du changement du chef de l'institution. Un autre comité a donc été nommé et ce dernier m'a demandé de réduire la liste à 10 monuments seulement. Alors que sa sélection n'était pas achevée, Mohamed Abou-Lamayem a eu la mauvaise surprise de constater que l'un des monuments inventoriés était déjà en cours de démolition. Et c'est pour ça que je déteste qu'on redécouvre des tombes et des choses là. J'espère qu'ils ne les retrouvent jamais. Parce qu'il faut laisser quelque chose pour l'avenir. Chaque fois qu'on ouvre une tombe, on ne fait pas le nécessaire pour que la tombe ne soit pas anéantie et que les peintures ne se gâtent pas. C'est très très mal entretenu. Alors je préfère qu'ils ne le découvrent pas. Il est très important de stopper pendant une dizaine d'années les fouilles de Gizeh à Assouan et de se concentrer uniquement sur la documentation, la préservation, la conservation, la restauration et aussi sur la publication. Dans le même temps, nous devons absolument engager des fouilles dans le delta. La nappe phréatique et l'agriculture sont en train de détériorer les sites, donc nous devons découvrir les vestiges qui s'y trouvent enfouis. Nous encourageons aussi bien les fouilles dans le désert, parce que de lui, nous ne connaissons rien concernant les temples et les tombes qui s'y trouvent. Nous devons les sauvegarder. Sinon, d'ici 100 ans, tous ces monuments se seront effondrés. L'Égyptien de la rue, lui, a d'autres préoccupations. Avec 70 millions d'habitants, une démographie galopante, un colossal déficit en eau, un taux de chômage élevé et une situation régionale complexe, le pays est en effet confronté à de nombreux défis. Malgré tous ces maux, l'Égyptien demeure généreux et conserve son légendaire sens de l'humour. On ne pourra pas changer vraiment l'Égyptien, ni dans sa douceur, ni dans sa générosité. Et c'est ça, c'est la seule tradition où je dis peut-être qu'elle vient encore des pharaons, je ne sais pas. Vraiment, c'est les gens les plus doux que j'ai jamais rencontrés. Ils sont d'une gentillesse
Ils sont dans la misère noire et ils sourient et ils rient et quand même ils gardent cette merveilleuse situation d'être encore rigolos. Les boutades n'en finissent plus en Égypte. C'est notre arme contre toute la merde qui est autour de nous. Une liberté de parole que seuls quelques intellectuels osent encore prendre, à l'heure où le pays s'ancre dans un néoconservatisme. Quand on demande qu'est-ce qu'il y a dans le cinéma égyptien, pourquoi ça ne marche pas, la vague islamiste a fait beaucoup, a fait énormément. Maintenant, vous trouvez des jeunes vedettes qui sont belles comme pas deux, c'est... Ah non, moi je n'embrasse pas. Ben, tu n'embrasses pas et tout le monde est en train de demander des films romantiques. Romantique pour se regarder de loin et faire comme ça ne va pas. Dans le temple, là, il y a les peintures qui disent comment il y avait la danse, il y avait le sexe, merde. Ça annonce que la vie était libérale. Un peu plus libérale qu'on l'est maintenant, tout en étant excessivement religieuse. C'est drôle, l'Égypte, il y a 50 ans, que j'ai vécu, moi, c'était beaucoup plus libéral. Maintenant, tout est interdit, ça non, ça non, ça non. Et c'est pour ça que je dis que cette vague islamiste n'a pas passé sans faire du mal, non. Il y a eu une rétrogradation de tout. Succombant aux excès d'une religiosité aux angles trop abrupts et aux formes trop voilées, la société actuelle n'accorde plus qu'une place limitée à la création artistique. Et les femmes. Le contexte civil et religieux ne leur est évidemment pas favorable. Alors que l'Égypte était le seul pays de l'Antiquité à avoir doté les femmes d'un statut égal de l'homme, elles n'ont pas encore retrouvé la totalité de leurs droits fondamentaux. Vibration de la vie permanente, le Nil qui roule ses eaux de rapides en méandres fut soumis durant des millénaires à un cycle régulier de crues. À l'image du fleuve, l'histoire de l'Égypte a connu ses cours tranquilles, ses remous, ses débordements, ses fêlures et ses chutes. Les pages se sont tournées au gré des courants, tantôt favorables, tantôt contraires, toujours emplies de l'espérance d'un nouveau cycle, sans que jamais le fil ne se coupe. L'Égypte garde dans l'esprit des Égyptiens cette place de la mer du monde. Ce pays, cette terre a vu la civilisation, la première civilisation du monde. Ou une des premières, mais c'est vrai que maintenant il y a d'autres pays qui gardent un statut meilleur. Mais dans nos âmes, c'est la mer du monde.